Nous avons vu que la Ferrari s'est nettement améliorée après les qualifications sprint à Miami. Elle a fait un bond en avant en ce qui concerne le châssis et l'aérodynamique, mais elle est restée un peu en retrait en ce qui concerne le moteur et la gestion énergétique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser les déclarations de Leclerc, d'Hamilton et de Vasseur. Voyons quelle est la position de Ferrari en ce moment. Nous devons voir combien Leclerc a perdu en essai qualificatif 3 par rapport à l'essai qualificatif 2 en ce qui concerne la vitesse de pointe. On parle de 11 km/h, mais voyons la raison de cette perte. Nous devons examiner les mises à jour de McLaren, l'aileron Macarena de Red Bull et aussi voir les différentes positions des équipes et ce à quoi nous devons nous attendre pour la sprint race et la course de demain. Ceci étant dit, commençons tout de suite. Frédéric Vasseur ne cherche pas d'excuses après les qualifications de Miami. Oui, la piste était un peu plus fraîche à la fin, il l'a lui-même reconnu, mais le team principal de Ferrari sait très bien que le problème est ailleurs. Il y a un peu de frustration, nous devons comprendre ce que nous avons mal fait parce que nous n'avons pas réussi à tout mettre ensemble. Des paroles honnêtes qui illustrent une situation où le potentiel est là, mais quelque chose continue d'échapper. Le nœud du problème, comme toujours en ce début de saison 2026, c'est la ligne droite. Nous perdons encore quelques dixièmes aujourd'hui, a déclaré Vasseur. Les données lui donnent raison. La Ferrari SF26 s'effondre de façon évidente sur les deux principales lignes droites de Miami, avec près de 7 km/h de désavantage en ligne droite entre le virage 8 et le virage 11, où l'énergie s'épuise tout simplement plus tôt que prévu parce qu'elle a été consommée lors de la montée précédente. La partie châssis continue de montrer des signes encourageants, mais la partie puissance et énergie reste le talon d'Achille. Et pourtant, Vasseur aborde la course avec un certain optimisme, et ce n'est pas de la rhétorique. Le problème est moins évident en configuration course, a-t-il expliqué, et cela signifie que demain, tout peut arriver. Le rythme sur la longue durée est l'un des points forts de la Ferrari SF26, et le team principal en est conscient. Le rythme en course ce matin était bon, mais concernant les départs, traditionnel point fort de Ferrari, Vasseur tempère l'enthousiasme. Nous ne sommes pas les meilleurs, mais les plus constants. Et il ajoute un avertissement précis, nous ne devons pas tout miser sur le départ. Sur le plan technique, la Ferrari SF26 se présente à Miami avec un ensemble de mises à jour significatives. Nous avons vu la modification de l'aileron avant avec un effet outwash accru, la zone de land plate. Nous avons vu la modification sur la partie des bargeboards qui servent à diriger l'air vers la partie extérieure du fond plat ainsi que vers la zone extérieure de la monoplace, générant ainsi un effet outwash également dans ce cas. Attention également aux modifications apportées à l'arrière, donc le diffuseur, l'endplate de l'aileron arrière, l'aileron Macarena version 2 qui sert à optimiser l'efficacité aérodynamique de la monoplace et ainsi améliorer la vitesse de pointe de la Ferrari. Et nous avons également observé plusieurs modifications sur le plancher, donc la zone sous la voiture. En somme, beaucoup de mises à jour pour la Ferrari, tout comme pour la McLaren qui a également apporté de nombreuses améliorations aérodynamiques. Nous avons vu deux voitures complètement différentes, aussi bien la Ferrari que la McLaren, et ce sont les deux voitures qui se sont le plus améliorées par rapport à la course du Japon qui avait eu lieu avant la pause d'avril. En somme, sur le plan technique, la Ferrari SF26 a fait un bond en avant, mais le détail le plus intéressant est apparu lors de l'analyse des qualifications, concernant la gestion de l'énergie en fonction du type de composé. En comparant les tours de Leclerc en essai qualificatif 2 avec le pneu médium et en essai qualificatif 3 avec le pneu tendre, un comportement contre-intuitif ressort. Le pneu tendre pousse le pilote à accélérer plus tôt à la sortie du virage 3 et à retarder la coupure des gaz dans le virage 6, gagnant ainsi environ 1 dixième dans le S grâce à l'adhérence supplémentaire et à l'énergie récupérée. Jusqu'ici tout va bien. Le problème, c'est que ce schéma de pilotage consomme l'énergie plus rapidement et sur la ligne droite entre le virage 8 et le virage 11, la puissance est réduite, 7 km/h de moins et 2 dixièmes nets perdus. Un échange qui ne s'équilibre pas. L'interprétation la plus convaincante est que la différence dans le déploiement entre les deux relais n'était pas un choix stratégique, mais une conséquence presque automatique du comportement du pneu médium et du pneu tendre, qui a amené Leclerc à piloter différemment sans que cela soit nécessairement optimal. Pour appuyer cette interprétation, il y a aussi les tours de Piastri, où le même schéma se répète avec le même type de gomme, bien que les écarts soient moindres, parce que la McLaren parvient à mieux gérer l'énergie grâce au moteur Mercedes par rapport à la Ferrari. Et puis il y a la déclaration de Leclerc après la SQ3. Nous avons simplement eu du mal à amener le pneu tendre dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Cette difficulté a probablement déclenché une série de petites erreurs visibles dans le virage 11, le virage 16 et le virage 17 qui, mises bout à bout, ont fait la différence. La conclusion est claire. Avec le pneu tendre correctement géré, la Ferrari aurait pu être en lice pour la pole.
Au contraire, Leclerc a perdu 11 km/h par rapport à la SQ2, 6 déjà par rapport à la SQ2 elle-même, avec la courbe de séparation qui augmentait constamment, comme cela arrive lorsqu'il manque de puissance. En somme, quelque chose n'a tout simplement pas fonctionné en SQ3. En résumé, nous avons assisté à un net bond en avant de McLaren lors de cette course à Miami qui a apporté une voiture B totalement revue. Nous avons entendu Andrea Stella dire « Ce sera une saison similaire à celle de 2024 où McLaren a commencé moins bien et a ensuite beaucoup récupéré tout au long de la saison. » Et en effet, la pole de la sprint a été réalisée par Lando Norris en 1 minute 27 secondes 8 dixièmes. Ensuite, nous avons vu la deuxième position de Kimi Antonelli qui a réalisé un excellent dernier tour, ramenant la Mercedes en première ligne et Oscar Piastri troisième, tandis que la Ferrari s'arrête à la 4e place avec Leclerc et à la 7e avec Hamilton, les deux pilotes ayant rencontré beaucoup de difficultés, surtout en SQ3, donc avec les pneus tendres, justement parce qu'ils poussent davantage dans les virages rapides en utilisant plus d'énergie électrique, ce qui leur en laisse moins à disposition dans les lignes droites. En effet, on voit aussi à la télémétrie à quel point la Ferrari a énormément de mal dans les lignes droites à maintenir la vitesse de pointe nécessaire pour combler l'écart avec ses adversaires, alors qu'au contraire, surtout Mercedes et Red Bull qui ont le meilleur moteur disposent d'une vitesse de pointe supérieure. Mercedes justement parce qu'elle a un bon moteur et une bonne efficacité, et Red Bull parce qu'elle a apporté un aileron Macarena qui permet d'optimiser encore mieux et de rendre la Red Bull plus efficace, ce qui lui permet d'être plus rapide sur les différentes lignes droites. Tandis que la McLaren est un peu un compromis entre la Mercedes et la Ferrari. Elle va donc vite dans les lignes droites, plus vite que la Ferrari, et en même temps elle parvient à être plus rapide que la Mercedes dans les virages rapides et lents, et évidemment encore plus rapide que la Red Bull. Donc on voit que la McLaren est un peu un compromis dans tous les virages, tandis que la Ferrari a beaucoup de mal sur les différentes lignes droites, surtout dans la gestion de l'énergie en qualification. Mais ce problème ne se retrouvera pas en course, car en course, avec un pneu plus dur, la Ferrari s'en sort mieux, elle parvient à mieux exprimer son potentiel et à être plus constante. Et donc attention à ce point, car lors de la sprint race, nous pourrions voir une Ferrari plus forte même que la McLaren, de mon point de vue. En revanche, en qualification, où ils ont aussi réduit l'énergie disponible sur le tour justement pour la qualification, la Ferrari a plus de difficultés dans la gestion énergétique et donc dispose de moins d'énergie que ses adversaires, ce qui se traduit ensuite par moins de puissance sur la piste. C'est ce qu'ont signalé aussi bien Leclerc que Hamilton. Leclerc s'est senti mieux avec la configuration de la Ferrari équipée des mises à jour et il a approuvé les évolutions apportées en piste. Hamilton reste encore un peu sceptique, il s'attendait à un plus grand bond en avant. Et il n'y a pas que Ferrari qui doit résoudre ses propres problèmes à Miami. Le tableau qui ressort des qualifications est beaucoup plus complexe et il vaut la peine de l'observer dans son ensemble. McLaren apporte sa version B et cela fonctionne. Ce n'est pas une mise à jour de façade, la monoplace a réellement progressé et cela s'ajoute à une compréhension du moteur nettement supérieure par rapport au début de la saison. Le résultat, c'est que lors de cette séance, la McLaren MCL 39 a été la référence. Norris, sur l'un de ses circuits préférés, a fait ce qu'il sait faire de mieux, tout rassembler quand ça compte. Avec la chaleur, sa capacité à trouver les bons équilibres, même avec les pneus, s'est clairement révélée. Au contraire, avec cette chaleur, la Mercedes a eu un peu plus de mal par rapport au début de la saison, où nous avons vu toutes les courses se dérouler sur un asphalte plus froid et où la Mercedes était plus performante, signe que la Mercedes gère moins bien les pneus que la McLaren. La Mercedes, en revanche, sans le tour final extraordinaire d'Antonelli, aurait terminé de façon spectaculaire en 3e ligne. La combinaison de virages lents et rapides, la nécessité d'alterner des réglages rigides et souples semble les avoir mis en difficulté. Il est intéressant de voir comment ils évolueront durant le reste du week-end. Nous ne devons pas considérer Mercedes comme hors-jeu car elle reste tout de même la référence, mais Kimi Antonelli a sorti quelque chose de réel au moment décisif. Un coup de talent et un premier véritable signe de défi envers Russell qui a eu plus de difficultés et, c'est que la route est encore très longue. La Red Bull souffre encore au niveau de l'avant-dynamique, dans les portions rapides, dans le premier secteur, mais par rapport au début de la saison, elle s'est beaucoup améliorée et il y a une amélioration sensible, surtout avec Verstappen. Et c'est un facteur qui complique le tableau car Red Bull dispose elle aussi d'un moteur de tout premier plan. Leur progression n'est pas un détail secondaire. Pour revenir à Ferrari, la déception concernant les qualifications est compréhensible car le potentiel pour la pole ou au moins pour la première ligne était là, au moins avec Leclerc. En SQ3, le pneu tendre n'a pas donné le rendement attendu. Le problème de déploiement dans la première des deux lignes droites a en fait fait la différence. Et pourtant, la donnée aérodynamique est positive.
Leclerc est le plus rapide dans les virages rapides, confirmant que le paquet d'évolution de la Ferrari fonctionne du point de vue de l'efficacité aérodynamique. Dans la partie lente, dans la partie très lente, il n'arrive pas à battre Norris, mais il s'en approche. Sur le rythme de course, la Ferrari SF26 semble vraiment très bonne, tournant dans les basses 1 minute 33, et Leclerc a même réalisé un 1 minute 32.8 lors de la simulation de rythme de course en FP1, se plaçant dans la lignée des temps de Mercedes, qui semble être légèrement plus forte en tournant dans les hauts 1 minute 32, bas 1 minute 33, et ayant 3 dixièmes de plus, étant plus de 2 ou 3 dixièmes plus rapide que la Ferrari, tandis que la McLaren est au niveau de la Ferrari en rythme de course, peut-être même un peu plus lente. La Red Bull, en revanche, tourne dans les hauts 1 minute 33, voire bas 1 minute 34, donc elle tourne sur des temps bien plus élevés que, et aussi bien Ferrari que McLaren, et évidemment aussi Mercedes. Le problème, encore une fois, vient de l'arrière. Le groupe motopropulseur que Ferrari possède actuellement vaut ce qu'il vaut, et avec 30 chevaux de moins que les meilleurs, on ne peut pas faire de miracle, même avec un package aérodynamique, aussi bon soit-il. Certaines équipes affirment même que Ferrari bénéficie d'un avantage injuste sur l'ADU parce que son turbo plus petit limiterait, par conception, la puissance du moteur à combustion interne lors de la phase de boost. Mais le responsable du secteur monoplace à la FIA, Nicolas Tombazis, a précisé que les équipes ont choisi un système ADU plus simple qui ne prend pas en compte la taille du turbo, mettant ainsi formellement fin à cette discussion. La stratégie est donc claire. Résister, marquer des points, limiter les dégâts et rester dans le rythme jusqu'à ce que l'ADU arrive dans sa version définitive. C'est là le véritable tournant, et il n'est pas surprenant que certains dans le paddock fassent tout pour le retarder. En substance, la Ferrari est plus fiable en rythme de course qu'en qualification. En effet, nous verrons une Ferrari plus compétitive lors de la course sprint, notamment en ce qui concerne le choix des pneus. On optera pour un pneu médium pour la course sprint, et cela devrait permettre à Leclerc comme à Hamilton, en particulier à Leclerc, de trouver un meilleur feeling dans l'enchaînement des virages et de mieux gérer l'énergie pendant la course. Donc attention à la Ferrari au départ, car le départ reste un point fort de la Ferrari, mais aussi à la gestion du rythme de course qui semble être meilleur, du moins d'après ce que nous avons vu lors des essais libres, par rapport à la McLaren, qui certes est très performante, mais semble plus forte en qualification qu'en course. Attention également à la question de l'ADU, car oui, la Ferrari peut faire la différence avec le package évolutif qu'elle a apporté en piste à Miami, qui comprend évidemment aussi les mises à jour qui devaient en faire leur début à Bahreïn. Et attention, car Mercedes apportera des mises à jour au Canada, mais cela ne compense pas. Ces mises à jour de Ferrari ne compensent pas tout l'écart qui existe avec Mercedes. 30 chevaux sur le moteur thermique, c'est beaucoup, il est difficile de les récupérer uniquement avec un package aérodynamique, donc on essaye de limiter les dégâts en attendant l'aide de l'ADU, que Ferrari espère supérieur à 4%, étant donné qu'il y a justement 30 chevaux de différence sur le moteur à combustion interne. Attention à Ferrari qui a apporté plusieurs modifications. Nous avons mentionné l'aileron avant, l'aileron arrière Macarena revu, mais aussi la partie du fond plat et même un mode flick tail revu avec un effet upwash, donc une petite aile en carbone qui pousse les flux d'air vers le haut et qui parvient à améliorer l'efficacité aérodynamique tout en gérant au mieux les turbulences. Et là, on voit aussi la différence avec Red Bull qui a apporté l'aileron Macarena que nous avons également vu lors du Filming Day de Silverstone pour Red Bull, et cet aileron Macarena revu fonctionne différemment de celui de Ferrari. En effet, il a été développé de manière indépendante, il n'a rien à voir avec l'aileron Macarena de Ferrari et il n'a pas été copié, il n'y a rien de tout cela. L'aileron Macarena de Red Bull pivote dans le sens anti-horaire tandis que celui de Ferrari tourne sur lui-même et donc l'action de rotation est plus importante sur la Ferrari. Il faut donc l'étudier davantage, mais Ferrari a aussi trouvé la solution sur ce point et nous avons vu que l'aileron Macarena de Ferrari a été confirmé à Miami alors que celui de Red Bull semble avoir une surface du plan principal gigantesque, ce qui lui permet de canaliser beaucoup d'air à l'intérieur du flap principal de l'aileron arrière. Et cela semble être une solution très intéressante, elle fonctionne différemment de celle de Ferrari, mais les deux donnent des résultats positifs, elles ont été validées par les deux équipes. Mais attention, elles ont été développées de manière indépendante et non l'une en fonction de l'autre. Mais nous devons aussi examiner la situation actuelle chez Red Bull et écouter les déclarations des différents pilotes. En effet, l'aileron Macarena n'est pas le même pour tout le monde. Ferrari et Red Bull ont interprété le concept de l'aileron mobile de manière radicalement différente. Les différences ne sont pas des détails. Le choix de Maranello est le plus extrême. Un aileron arrière inversé conçu pour réduire significativement la résistance. L'élément le plus intéressant est la décision de libérer le centre de l'aileron en supprimant le pilier central. Aucune interférence, le flux d'air est plus propre et la résistance parasite réduite au minimum.
Le fonctionnement est étroitement intégré avec le fond plat et le diffuseur, et l'objectif est clair, éliminer tout appui inutile en ligne droite, celui qui génère de la résistance et demande une puissance que Ferrari ne possède pas en abondance pour le moment. La logique est simple. Si l'on part du problème réel avec un déficit du moteur à combustion interne, les gains d'efficacité aérodynamique ne sont pas un luxe, mais une nécessité. L'aile inversée compense le manque de puissance en réduisant le coût aérodynamique global. Moins de résistance signifie une meilleure exploitation de l'énergie disponible et l'arrivée en bout de ligne droite à une vitesse plus élevée. Un pansement sophistiqué mais efficace à condition que la transition de charge soit fluide. En revanche, si le comportement est irrégulier, le risque est une instabilité au freinage et des pilotes qui perdent confiance dans la voiture. Pour compléter le tableau aérodynamique, il y a un autre développement que nous avons vu à Miami, à savoir la version modifiée du Flicktail Mode, qui permet à Ferrari d'avoir une plus grande efficacité, mais surtout une connexion aérodynamique qui fonctionne en synergie avec tout le reste du package. Et c'est une contribution fondamentale que Ferrari a conçue cette année et qu'elle continue de proposer sur sa Ferrari SF 26. Mais il faut aussi écouter les déclarations des pilotes, car nous avons entendu Vasseur dire que l'ADU, selon lui, aidera beaucoup Ferrari et compensera le désavantage qu'il y a avec Mercedes. Ils sont confiants qu'ils obtiendront une aide conséquente de l'ADU, on parle donc de 4%, soit 2 packs de mises à jour en ce qui concerne le développement sur le banc moteur. Et attention, car nous verrons donc une Ferrari revue à partir du moment où l'ADU sera approuvé. Il sera approuvé après Miami, puis il entrera en vigueur à partir de la course de Barcelone. On pense que les modifications arriveront entre le Canada et Barcelone, puis seront apportées en piste par Ferrari, mais qui seront utilisées avec la 3e unité de puissance qui arrivera ensuite à Spa. Mais attention aussi aux déclarations de Leclerc et Hamilton qui ont dit après les qualifications sprint « Les évolutions ont fonctionné, mais tout le monde a amélioré sa voiture », a déclaré Leclerc. Avec les pneus médiums, nous étions bien, mais avec les tendres, je n'ai pas trouvé les bonnes sensations. Le monégasque reconnaît que McLaren a fait d'énormes progrès, mais il ajoute une analyse intéressante. Ils n'avaient-ils pas optimisé leur potentiel lors des premières courses, a déclaré Leclerc à propos de McLaren. Ils ont toujours été rapides, ils n'arrivaient simplement pas à extraire la performance. Maintenant, ils y parviennent et ça se voit. Mais sur le rythme de course, Leclerc n'a aucun doute. Nous savons que nous sommes rapides. Nous essaierons de nous améliorer en vue de demain et en course. J'espère que nous serons devant. Le rythme est là, il nous suffit d'être courageux lors des dépassements. Hamilton, en revanche, n'arrive pas à cacher sa déception. Nous ne savions vraiment pas à quoi nous attendre. J'espérais que nous ferions mieux, mais les sensations dans la voiture n'ont pas du tout été optimales. Et puis la phrase qui pèse, j'étais confiant en arrivant ici, positif, et je pensais que nous serions bien plus haut dans le classement. Mais manifestement, cela ne devait pas se passer ainsi. Je vais devoir travailler cette nuit pour essayer de comprendre pourquoi nous n'avons pas été aussi rapides. 2 pilotes avec 2 lectures différentes du même problème, Leclerc plus optimiste et Hamilton, au contraire, plus déçu. Et nous verrons un peu comment se comporteront les 2 pilotes lors de la course sprint. De l'autre côté, nous avons en revanche la Red Bull avec Verstappen, qui est beaucoup plus optimiste. Il a dit « Il semble que nous nous soyons beaucoup améliorés en ce qui concerne la gestion du package global. Nous payons encore dans les virages rapides, mais le package est meilleur que ce que nous avons vu au Japon. Je pense que c'est déjà une énorme amélioration pour nous, a déclaré Verstappen. Et cela, ce n'est pas seulement Max qui l'a dit, mais aussi Lambiase et Laurent Mekies confirment la position, les améliorations sont bien là. Ajar, de l'autre côté du box en revanche, est beaucoup plus déçu car il se retrouve avec le 9e temps et un écart bien plus important que ce à quoi il s'attendait. Attention également à McLaren qui a déclaré que, nous étions convaincus que les mises à jour représentaient un véritable pas en avant et heureusement cela s'est confirmé, a déclaré Lando Norris. Et la pole de la Sprint Qualifying est le premier résultat important de cette saison pour les champions en titre qui lors des premières courses avaient subi le changement générationnel des nouvelles voitures et il a déclaré que dès les premiers tours, il avait tout de suite ressenti un bon grip à l'arrière, a dit Norris. Et quand tu apportes des nouveautés qui fonctionnent vraiment, la sensation est toujours très positive. Concernant la SQ2, il avait admis quelques difficultés. Le tour était mauvais et il n'avait pas réussi à aborder la séance avec la confiance nécessaire. Mais ensuite, l'équipe a choisi de miser sur une seule tentative en essai qualification 3 lors des qualifications sprint et cela s'est avéré être la bonne décision pour McLaren. Piastri, 3e, a bien compris la situation. Les Ferrari ont semblé très compétitives toute la journée, donc obtenir un tel résultat en qualification est vraiment un excellent résultat. Andrea Stella a confirmé le rythme avec satisfaction, mais sans triomphalisme. La Mercedes avec les pneus tendres, quand elle a tout mis bout à bout, était très proche. Nous avons vu la Red Bull compétitive, tout comme la Ferrari. Nous devrions avoir de belles courses à partir de maintenant, à partir de Miami, et donc nous pourrions bien nous amuser.
Le fait est que de nombreuses équipes sont là, en lice pour la pole. Nous avons Mercedes, McLaren, Ferrari et même Red Bull n'est pas si loin. Bref, un début de saison qui a radicalement changé par rapport aux 3 premières courses. Nous avons vu que les pilotes comptent que davantage, non, le talent du pilote est plus important. En qualification, il y a moins de gestion de l'énergie et en même temps, nous avons plus d'équipes qui se battent pour les premières positions et c'est quelque chose de fondamental. Faites-nous savoir dans les commentaires votre avis sur les qualifications sprint que nous avons vues à Miami et sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo entre la position de Ferrari, le déficit qu'il y a sur les lignes droites concernant Leclerc qui a beaucoup perdu entre la essai qualification 3 et la essai qualification 2. Dites-moi aussi ce que vous pensez des améliorations de McLaren ainsi que de la lame carénée de la Red Bull et de la position de Mercedes qui, en ce moment, semble être un peu plus en difficulté par rapport au début de la saison. Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo sur la Formule 1 et sur Ferrari. C'est tout pour moi d'ici, on se retrouve dans une prochaine vidéo.